on est face à moins de 6% de la population mondiale et beaucoup moins pour ce qui concerne l'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plus de 95% de la population qui n'est pas addicte, qui n'a pas de comportement problématique avec les réseaux sociaux. Bonjour Benoît Raphaël. Bonjour Jérôme. Ravi de te retrouver. Tu es à Bali, où tu vis désormais une bonne partie de l'année. Tu es journaliste, spécialiste de l'information à l'ère du numérique, on va dire, et même de la surinformation et de l'intelligence artificielle pour s'informer. Auteur d'un livre tout récent, Information, l'indigestion. Qu'est-ce que tu as voulu montrer avec ce livre, ce nouveau livre ? Alors c'est vrai que je suis à Bali parce que je me déconnecte, parce qu'à Bali, il y a 6 heures de décalage horaire, faut le savoir. Donc c'est 6 heures durant lesquelles la France dort. Donc on n'a pas de notification, on n'a pas de mail, on va pas sur les réseaux sociaux, on n'a pas cette tentation-là. Puis c'est aussi une façon de donner un peu plus de sens à sa vie, et on sait très bien que tout ce qui est procrastination, le fait d'être parfois collé à son écran est souvent dû au fait que on n'est pas hyper content de son mode de vie. Donc j'ai un peu changé tout ça pour justement retrouver un petit peu de respiration. Et j'ai écrit d'ailleurs ce livre-là dans ces conditions-là, même si j'avais décidé de l'écrire avant, et finalement ça a pris beaucoup plus sens au regard de l'environnement dans lequel je me trouvais finalement ce livre. Qui est d'abord un livre qui est un livre un peu stoïcien, je dirais, c'est-à-dire que le chaos de l'information, il va être de plus en plus chaotique, ce chaos, ça va s'accélérer, et donc on va pas rien pouvoir y faire. En tout cas, on peut critiquer tout le système, etc. On peut changer des choses, on peut mettre des protections, et ça va être un jeu de chat et la souris entre la désinformation, l'intelligence artificielle qui va produire plus d'informations et notre cerveau, et en même temps tous ceux qui vont essayer d'y mettre des barrières. Mais ça veut dire qu'il va falloir l'accepter. Il va falloir s'y faire, et donc il faut maintenant travailler notre cerveau, parce que l'organe dont on va avoir le plus besoin dans les prochaines années, c'est justement notre cerveau. On prend beaucoup soin de notre corps, c'est les dernières modes, on prend soin de son corps. Maintenant, il va falloir qu'on prenne soin de notre cerveau, il va falloir qu'on écrive des livres de régime cognitif pour pouvoir pour se protéger et être capable de discerner à la fois le vrai du faux, mais surtout en fait d'être capable de pouvoir trouver une forme d'autonomie dans ce qui semble être un maelstrom. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est uniquement une recherche individuelle ? Chacun doit apprendre à mieux appréhender l'information sur les canaux numériques ? Ou bien il y a des actions plus globales, selon toi, qui seraient... Je pense que d'abord, il faut un petit peu nuancer. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup tapé sur la tech, on a beaucoup tapé sur les réseaux sociaux. Alors c'est facile de dire que finalement, les fake news, c'est la faute des réseaux sociaux. Si on est surinformé, c'est la faute des réseaux sociaux. C'est la faute de la technologie aussi qui transforme notre cerveau. Et finalement, si on n'arrive pas à décoller le nez de notre écran, surtout les plus jeunes, eh bien c'est parce que en fait, notre cerveau est hacké par les algorithmes des réseaux sociaux. Donc, faut un petit peu ramener les choses, ramener un petit peu le calme par rapport à tout ça. D'abord, il n'y a pas d'addiction médicale aux réseaux sociaux, ni même à la tech. Oui, c'est bon de le rappeler. C'est pas un phénomène scientifique établi. Quand on parle d'addiction, c'est un raccourci un peu rapide. Alors les addictions, c'est une maladie, donc et quand on regarde le site de l'OMS, il y a très peu d'addictions d'ailleurs qui sont en dehors de celles des drogues et de l'alcool qui existent. C'est l'addiction aux jeux, donc aux jeux d'argent et aux jeux vidéo. Il n'y a pas encore d'addiction au cyber, même si ça commence parce que c'est beaucoup plus ancien. Mais même si on ne devait parler que du comportement problématique face aux réseaux sociaux, on est face à moins de 6% de la population mondiale et beaucoup moins pour ce qui concerne l'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plus de 95% de la population qui n'est pas addicte, qui n'a pas de comportement problématique avec les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que quand vous avez le nez devant votre écran, en fait, vous pouvez vous arrêter. Oui, tu dis dans ton livre, 94% de la population mondiale n'est pas addicte. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça, et c'est la même chose pour les fake news. On a l'impression que les fake news envahissent, que c'est horrible, etc. Alors il y a des phénomènes très particuliers qui sont liés aux fake news, mais globalement, il y a plus de 30% de la population française qui a été face à une fake news dans les 30 derniers jours, mais ça correspond à très très peu de temps, puisque finalement 3% de leur temps passé sur Internet, c'est l'information, et donc quand vous avez cette exposition aux fausses informations, on est à moins de 1%. Et quand vous regardez aussi ça, vous vous rendez compte que finalement, quel est l'impact en fait réel de cette désinformation? Il est extrêmement restreint. Même Frances Haugen, qui est donc l'ancienne de Facebook, qui avait dénoncé
la propagation de la désinformation par Facebook, explique que 80% des contenus de désinformation sont partagés et distribués à 4% de la population. Donc on voit bien qu'on est sur des phénomènes plutôt de radicalisation, qui d'ailleurs provoquent le vrai danger. Il est d'ailleurs dans la radicalisation, mais un petit peu comme le terrorisme. Je trouve que ce sont des phénomènes qui sont assez proches en fait dans leur approche. Et donc du coup la réaction, elle doit être aussi mesurée par rapport à ça. C'est pas parce qu'il y a des terroristes qu'il y a plein de morts, et c'est pas parce qu'il y a des terroristes qu'il faut tout réglementer et qu'il faut fermer la démocratie. C'est la même chose, les réseaux sociaux et la désinformation, on est quand même face à la liberté d'expression aussi quelque part. Tout fermer sous prétexte que c'est dangereux, ça pose un problème. Le seul danger, il est évidemment dans la radicalisation des gens et de phénomènes que l'on a pu voir. Donc ça n'a pas changé les élections. Par contre, en revanche, ça a amené les émeutes du Capitole au mois de janvier, que l'on a pu voir après l'élection après la désélection, la défaite contestée de Donald Trump, mais qui est l'œuvre de quelques poignées en fait de radicaux. Donc on voit bien que c'est pas les mêmes phénomènes et qu'il faut mesurer tout ça, qu'il faut mesurer ce chaos, qu'il faut bien aussi prendre conscience que c'est pas de pire en pire, c'était pas forcément mieux avant, on a toujours été stressé, on a toujours été fatigué. L'arrivée de la technologie nous fait à la fois gagner du temps de cerveau, nous défatigue quelque part, mais nous fatigue beaucoup plus dans la tête, parce qu'on a beaucoup plus conscience de nous-mêmes, on a plus le temps de penser aussi, quelque part. Donc l'objet de ce livre, en fait, il est vraiment d'abord de nous permettre de bien prendre conscience du problème et d'arrêter d'accuser les autres, d'accuser la technologie, et de bien essayer de comprendre vraiment de façon stoïcienne. C'est les stoïciens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les stoïciens, donc c'est cette fameuse sagesse gréco-romaine, qui disent, en fait, tout ce qu'on peut pas contrôler, c'est pas la peine de s'énerver. Essayer d'abord de travailler sur la façon dont toi tu vas réagir à ces phénomènes-là. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là. Le monde est tellement complexe, il va tellement vite, que s'affoler en permanence, accuser tout le monde, dire que c'est de pire en pire et rentrer dans une espèce de dépression quelque part ou de vision apocalyptique de la technologie va pas nous aider en fait à régler les problèmes. Et la première chose qu'il faut faire quand le monde est chaotique, c'est de reprendre le contrôle en fait, d'abord sur soi-même. Et ça passe par une compréhension de la tech, mais aussi par une compréhension, et ça c'est un domaine que je connaissais pas très bien, donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai discuté avec des chercheurs aussi également sur comment fonctionne notre cerveau, ce fameux cerveau apparemment archaïque qui n'aurait pas eu le temps de s'adapter à la vitesse de la technologie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc c'est un petit peu tous ces points-là que j'ai essayé d'explorer dans ce livre. Alors c'est un discours finalement assez positif que tu tiens, même si les phénomènes d'addiction ou de radicalisation ou d'énervement, on est quand même nombreux à les constater malheureusement au jour le jour. L'addiction entre guillemets à Twitter ou à TikTok dans un autre registre, etc. Elle ne semble quand même pas être complètement sans effet. Il y a notamment le phénomène des bulles d'information. Tu reviens dans ton livre sur je trouvais que c'était intéressant, une expérience d'un journaliste américain qui s'appelle Matt Honan, c'est ça, qui s'est mis à liker tout ce qu'il pouvait et qui s'est retrouvé finalement embarqué dans des torrents informationnels qu'il ne maîtrisait plus. Oui, il a fait cette expérience-là sur Facebook, et donc il likait tout. Et donc, et finalement, plus il likait, plus il se retrouvait face à des contenus extrêmes. Alors, il likait à gauche et il likait à droite. Alors, c'était plus désagréable à droite, parce qu'il faut bien comprendre que la désinformation, elle est essentiellement à l'extrême droite. C'est pour ça que c'est un phénomène qui aujourd'hui est reconnu. Toutes les études, indépendamment des opinions politiques. Nous, on le voyait aussi dans nos algorithmes chez Flint. D'accord. On est essentiellement sur des contenus d'extrême, parce qu'en fait, la désinformation, elle est liée beaucoup à la xénophobie. En fait, donc, alors vous avez dans une partie de l'extrême gauche une partie antisémite qui a toujours été présente et qu'on retrouve dans nos algorithmes. Mais globalement, l'essentiel de la désinformation vient de réseaux qui sont très proches de l'extrême droite et donc évidemment en permanence, très proche de la Russie. Alors, voilà pour ton livre, donc, je rappelle, Information, l'indigestion, paru aux éditions Erol, manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'information.
Il faut qu'on parle d'une chose, Benoît Raphaël, c'est plus de toi et de ton activité professionnelle et surtout de choses que tu as constatées, puisque récemment alors tu vas nous parler un peu des relations que tu avais avec Twitter et avec les grandes plateformes américaines parce que c'est super intéressant. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est que Flint finalement? C'est quoi cette structure que tu as créée il y a quelques années déjà, pour qu'on comprenne bien le contexte? Flint, pour d'ailleurs faire le lien avec le livre, c'est que dans ce chaos de l'information, Flint, son objectif, c'est de nous donner un accès plus facile, plus rapide à l'information de qualité. Et pour ça, on utilise l'intelligence artificielle pour à la fois éloigner les fake news, personnaliser l'information et aller chercher des sources d'information à la fois très diversifiées et très qualitatives. Parce que sinon, on va toujours uniquement vers les médias traditionnels, mais si on veut vraiment avoir des choses parfois qui nous intéressent, qui nous ressemblent, il faut aller chercher dans la diversité de l'info. Le problème, c'est que c'est rempli de fake news. Comment on fait le tri? Donc pour ça, il faut de l'IA. Et comment est-ce qu'on détermine l'information de qualité? Eh bien, notre intuition à l'époque, au moment où on a lancé Flint, c'est en 2017, était de se dire il faut observer le comportement des gens, notamment le comportement des experts. Donc, on a panélisé en fait des experts. C'est là où on va en venir à Twitter pour analyser leur comportement par rapport à l'info, de façon à donner un score à l'info par rapport à ces. Par exemple, je suis un spécialiste de la mobilité dans la ville, par exemple, et donc je vais aller partager, lire, liker des informations liées à la mobilité. Donc, quelque part, les sources que je vais liker, comme je suis un expert, eh bien, a priori, ça va être de bonne qualité. Si moi, je m'intéresse à ce sujet-là, du coup, je vais effectivement pouvoir avoir des informations qui sont en rapport avec mon expertise, parce que l'IA, en fait, va mettre en algorithme, va mettre en chiffres la notion de qualité, ce qui fait que dès que moi, je choisis un contenu, le robot va déterminer mon niveau d'expertise et mes centres d'intérêt et m'apporter la qualité. Donc, c'est un petit peu, quelque part, l'objectif, c'était de faire des algorithmes complètement à l'inverse de ce que font les algorithmes de Twitter et de Facebook, qui nous enferment dans des bulles et au bout d'un moment, on le remarque d'ailleurs, nous entraînent de plus en plus vers les extrêmes, c'est de créer des algorithmes vertueux qui justement tentent d'aller chercher la qualité de l'info. Et pour ça, on utilisait la base de données qui est utilisée depuis des années par les chercheurs. La plupart des études que l'on a sur la dynamique de l'information, la dynamique de la désinformation, qui nous permettent aussi de lutter contre, s'appuient sur les données proposées par Twitter, qui est quelque part le moteur d'information le plus clair, le plus structuré qui existait aujourd'hui sur le marché, puisque effectivement cette base de données est désormais complètement fermée. Alors, parlons-en. Donc, voilà, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé récemment du côté de Twitter, qui est décision d'Elon Musk de couper ce qu'on appelle l'accès à l'API, ou en tout cas de la rendre dans un premier temps très cher, donc ça revient quasiment à la couper. C'est assez technique, mais ça a des conséquences très pratiques, et ça, tu l'as vécu à travers ta société Flint. Oui, parce que quand on est entrepreneur, tant qu'on n'est pas rentable, tant qu'on n'a pas trouvé le truc, etc., en fait, on enchaîne les galères, toutes les galères, les impôts, les taxes, les trucs, les prêts qu'on n'a pas remboursés, enfin tout ce truc-là. Et puis dès qu'on est sorti d'un truc, il y a une nouvelle merde qui nous arrive. C'est comme quand tu es en bateau. Je trouve que souvent on se compare aux grands navigateurs parce que l'océan est complètement imprévisible et on enchaîne les trucs. Et en général, quand on réussit, c'est souvent parfois un peu la chance en fait quelque part. Et on peut être très bon. Et se planter aussi, bref. Donc là, après le calme, il y a toujours la tempête, quoi. Et il y a toujours la tempête qui arrive derrière, et on n'est jamais prêt pour la tempête. Voilà, donc du coup là, la tempête est arrivée. Elle est arrivée d'un coup parce que quand Elon Musk a racheté Twitter, on s'est dit oula, ça va être le chaos, parce que le personnage est un personnage chaotique de toute façon. On ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête, et lui-même parfois ne le sait pas. Et donc on s'est dit, il faut qu'on commence à travailler sur changer notre modèle, parce que notre modèle s'appuyait sur l'analyse de comportements de gens sur Twitter pour déterminer quelque part des sortes de panels d'experts. En gros, on avait donc rentré en base de données plus de 20 000 experts Twitter, et c'était la base de notre modèle. Donc on s'est dit, on va le faire. À ce moment-là, Elon Musk a décidé, comme on s'y attendait un petit peu, de rendre ça payant et nous donner 10 jours pour tout changer. Donc beaucoup d'entreprises sont tombées. Nous, on avait 10 jours pour changer 10 ans, en fait, de recherche et de travail. Donc il fallait changer complètement notre algorithme. Heureusement, comme la plupart des développeurs étaient partis, c'était beaucoup plus chaotique. Il n'a pas réussi à mettre en place cette mesure suffisamment tôt. Ça a été retardé, et nous on avait quasiment transformé tout notre modèle, donc on a réinventé avec un développeur en quelques mois tout ça, et il a fermé
après l'avoir rendu payant, là, il a fermé complètement, définitivement, tout accès. Donc, même aux chercheurs. Hein, donc, aujourd'hui, on ne peut plus accéder à ces données. Donc, l'API qui, on le rappelle en 2 mots, qui est cette espèce de passerelle logicielle qui permet de se connecter au contenu de Twitter, mais sans utiliser l'application traditionnelle, quoi. Oui, c'est une passerelle qui permet à nos algorithmes d'aller interroger Twitter, donc de poser des questions quelque part. Hein. On interagit avec Twitter et on arrive à récupérer des données qui permettent d'alimenter les algorithmes. Alors, Elon Musk l'a expliqué d'ailleurs, il a fermé volontairement, intégralement maintenant son API parce qu'il s'est lancé dans la bataille de l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que dans cette bataille qui s'est accélérée ces derniers mois, le nouveau web qui est en train d'apparaître, c'est un web complètement fermé avec des IA qui appartiennent au big tech, hein, donc Microsoft qui a OpenAI, ChatGPT, Google qui a Bard, Meta alors qui a choisi une autre méthode pour l'instant plutôt open source, et puis Elon Musk qui a lancé sa nouvelle société récemment et dont l'objectif est de faire une IA qui va censée découvrir les secrets de l'univers et dire la vérité. Alors, on ne sait pas si sa vérité, comme il est plutôt d'extrême droite, si elle est libertarienne ou si elle est vraiment complètement objective. En tout cas, il s'est lancé dans cette bataille-là. Or, l'essence, en fait, l'or noir de cette époque qui est en train d'arriver, ce sont les données. Et lui, la seule puissance qu'il a jamais réussi à monétiser chez Twitter, ce sont justement les données qui sont utilisées par beaucoup de personnes. Donc, on voit que c'est très stratégique, mais ça annonce aussi le monde qui vient, un monde où les données vont devenir tellement précieuses que ce monde-là va se fermer. Donc, c'est aussi une petite inquiétude que l'on peut avoir pour la transparence, en tout cas, de ces intelligences artificielles telles qu'elles vont s'annoncer dans les prochains mois. Donc, quelles conséquences, selon toi? Alors, déjà, des entreprises comme vous, comment est-ce que vous faites? Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus en prise avec la réalité ou il a fallu aller chercher une autre réalité ailleurs? Il y en a qui sont morts très vite. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, on les a pas citées, on les a pas dénombrées encore, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de startups, à mon avis, qui ont dû arrêter ou qui ont pivoté complètement. Donc nous, on a gardé le même modèle parce que nous, on a une mission beaucoup plus qu'un modèle de technologie. Alors sur la partie qui vraiment nous ramène de l'argent, qui est la partie business, on va dire, pour les entreprises. Donc en gros, c'est la veille d'info, hein, ce que fait Flint avec l'IA. On avait déjà fait évoluer le modèle et si tu veux, nous on a 10 ans d'historique de Twitter. Donc on a déjà, nous, des modèles de qualification des sources. Donc ça, c'est le premier truc. Donc maintenant, on est capable de savoir ce qu'est une bonne source ou pas et de pouvoir comparer, parce qu'on a énormément de données. Donc ça, c'est propriétaire pour nous et c'est notre trésor de guerre, je dirais quelque part, qui est inimitable. Et puis surtout, arrivent aujourd'hui les IA génératives et elles changent beaucoup de choses parce que avant les données étaient relativement aveugles. Quand tu veux déterminer la qualité, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. La sémantique ne suffit pas. La sémantique, c'est que veut dire tel ou tel mot. Donc tu vas faire une recherche tu vas faire une recherche de mots. Bon, ça te dit pas la qualité. Pour avoir la qualité, il fallait justement du machine learning et donc d'analyser le comportement des gens. Avec les IA génératives s'appuient sur des technologies notamment les transformers, qui permettent de beaucoup mieux comprendre le contexte d'une information. Et donc finalement, ça permet déjà de rajouter une couche qualitative et donc de remplir un peu le même rôle. Donc finalement, l'arrivée de ChatGPT en même temps a provoqué, je dirais quelque part, la fermeture de Twitter, mais en même temps a apporté aussi la solution. En tout cas pour nous. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'en même temps, ces IA, elles se sont, entraînées avec des données qui étaient publiques, aussi bien OpenAI que Bard, etc. Oui, alors c'est pas encore réglé tout ça parce que maintenant vous avez des écrivains qui font des procès, les acteurs aussi en grève à Hollywood qui estiment qui ont peur aussi pour leurs données. Donc toutes ces données sur lesquelles ont été entraînées ces intelligences artificielles, la question juridique est pas encore réglée. Et puis on est aux États-Unis, donc où c'est plutôt sérieux. On parle de droit d'auteur, donc c'est quand même un des droits les plus protégés. Donc ça va pas être simple, ça va se régler différemment, je pense, par des accords, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a pas de données, il y a des données publiques, mais enfin, le Wall Street Journal, c'est public, mais enfin, c'est quand même privé, quoi. Hein, donc il y a quand même de la valeur sur lequel, mais c'est très difficile de déterminer. Donc ça va être très difficile à détricoter, mais ça va être une bataille juridique extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent derrière et que personne n'a envie de laisser ces big tech prendre totalement le pouvoir. Donc je pense qu'il y aura aussi des jeux de pouvoir et d'influence qui vont jouer là sur le terrain juridique. Ça rappellerait pas un peu ce qui s'était passé avec Google Books,
qui était lorsque Google avait décidé d'aspirer tous les livres de la Terre pour pouvoir en proposer des extraits par-ci par-là, voire les republier quand c'était des ouvrages qui étaient tombés dans le domaine public. Et effectivement, il y avait eu des levées de boucliers dans le monde entier. Oui, parce que là, on était dans le monde de l'édition, mais quelque part, c'est là ce qui montre un petit peu l'hypocrisie du système, parce que globalement, Google s'entraîne sur les données du monde entier depuis des années. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir quand on comprend un petit peu la logique des robots, parce que vous vérifierez d'ailleurs que la plupart de ces IA ont du mal à aller sur Internet et à lire les données. D'ailleurs, si vous créez un logiciel pour faire de la veille d'infos, vous allez voir que c'est compliqué, en fait, et vous récupérez ce que vous pouvez, etc. Nous, on y arrive parce qu'on a des méthodes pour le faire. Et donc, parce que ça fait des années qu'on le fait, etc. Mais même, pour nous, c'est compliqué. Google n'a pas de problème. Bing n'a pas de problème parce que même les médias qui protègent énormément leurs données laissent passer ces robots-là, mais pas les autres. Hein. Donc, il y a un Internet à deux vitesses par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ce système-là. Mais en face... Oui, c'est-à-dire que les éditeurs de contenu autorisent les robots de Google à indexer les pages, etc. Parce qu'ils ont envie d'être vus. Voilà. Oui. Donc, ça va peut-être changer là parce qu'il va y avoir un nouveau rapport de force qui va arriver. Et c'est vrai que Google a beaucoup financé la presse, a ramené des millions tout de même à la presse française. Facebook aussi participe, même s'ils sont un peu retirés du jeu ces derniers temps parce que bon, ils veulent plus tellement avoir affaire à l'info parce que c'est un bordel effectivement en termes de droits d'auteur pour eux. Mais on voit bien qu'effectivement, pour l'instant, donc c'était déjà le cas avant. Et là, sur ces IA-là, on va retrouver, mais ce ne sont que des questions de rapport de force. Mais alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer aujourd'hui ? Il y a d'autres réseaux sociaux ? Enfin, comment ça se passe ? Non, mais on s'appuie plus sur les réseaux sociaux, simplement. Enfin, on va picorer à droite à gauche pour simplement affiner nos modèles. Mais maintenant, on a, tu sais, quand tu as 10 ans d'historique, on récupérait, si tu veux, plus de 50 000 contenus par jour d'informations triées, analysées à partir de plus de 25 000 comptes Twitter chaque jour pendant 10 ans. Tu vois le volume que ça fait, c'est donc on a des millions de données derrière. Donc ça, vous en avez bien profité aussi finalement. Bon, on en a bien profité, oui, bien sûr. Comme tout le monde. Mais quelque part, c'est un travail de recherche. Il faut comprendre que Flint a été fondé à la base par Jean Véronis, qui était un chercheur à l'université d'Aix-en-Provence, qui est un des pères du traitement automatique des langues, qui a écrit beaucoup de bouquins là-dessus, des thèses. J'ai d'ailleurs gardé sa première thèse, où il parlait d'ailleurs de l'intelligence artificielle, mais c'était en 1976, je crois, si je me souviens bien. Mais il était déjà visionnaire par rapport à ça. Donc c'est aussi un travail de recherche qui a été fait pendant des années sur la base de ces données qui étaient publiques. Moi, j'ai toujours milité pour que Twitter ait le statut de Wikipédia. S'il devait être racheté par quelqu'un, il aurait dû être racheté par Jimmy Wales, par la fondation Wikipédia, parce que quelque part, ces données sont des données historiques. Les printemps arabes sont passés par Twitter. Il y a eu des discussions, parfois même des engueulades entre des chefs d'État sur Twitter. Donc on voit bien que c'est des données sociales. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'on arrivait à évaluer le niveau de chômage en analysant les tweets, parce qu'effectivement, c'est une panélisation du monde assez étonnante. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais il y a les gens importants. Et il y a une variété finalement de personnes. Donc ce sont des données qui sont hyper intéressantes pour les chercheurs et je pense qu'il aurait fallu, plutôt que ce soit entre les mains d'un milliardaire, que ce soit plutôt entre les mains de la communauté, puisque c'est un trésor historique. Quelque part, une partie de l'histoire de l'humanité de ces 10 dernières années s'est déroulée dans le négatif, dans le film négatif, si j'ose dire, pour reprendre l'analogie avec l'appareil photo analogique de l'histoire qu'est Twitter. Et aujourd'hui, un nouveau réseau comme Threads, par exemple, est-ce que ça peut combler ce vide ? Faut voir parce que d'abord on va être sur alors ce vide sur les données je pense pas parce que les données, en tout cas remplacer, prendre la place. Fermée. On rentre dans la mécanique Facebook, Instagram, etc. Donc c'est un avantage en tout cas pour ceux qui l'utilisent parce que c'est plus puissant. Donc il va y avoir plus de monde rapidement et le problème de ces réseaux, c'est que s'il y a personne, on n'y va pas en fait. Donc c'est le problème de Mastodon d'ailleurs, qui rassemble des petites communautés. Mais donc là, Facebook a l'avantage de pouvoir tout connecter et donc de pouvoir effectivement faire beaucoup de bruit pour faire venir les gens sur Threads, mais avec tous les problèmes de confidentialité des données que l'on connaît avec Facebook. Est-ce qu'on va, selon toi, vers une espèce de redivision du monde? Alors, je parle pour les utilisateurs, c'est-à-dire que suivant l'orientation idéologique, etc., les gens iront plutôt vers tel ou tel réseau social.
Alors, est-ce que les réseaux sociaux vont continuer sous la forme sur laquelle ils sont? Donc ça, c'est encore une question. On ne sait pas trop comment tout ça va évoluer. Moi, je suis pas très bon. Je suis pas un bon futurologue, hein, donc je fais jamais de prédictions. Ça change tellement vite. Ce qui est clair, c'est que le monde dans lequel on entre avec les intelligences artificielles, c'est que on se retrouve déjà aujourd'hui avec des IA qui prennent déjà en charge une partie de nos relations, de nos discussions. C'est facile maintenant de pouvoir répondre à un message, que ce soit sur Tinder ou sur LinkedIn avec ChatGPT. Ouais. Et c'est tellement mieux. Moi, j'ai eu un problème avec une compagnie d'avion. C'était super compliqué, c'était en anglais. Je devais leur expliquer un truc un peu compliqué. Puis je leur ai fait une lettre, mais incroyable, mais vraiment en 30 secondes grâce à ChatGPT. Et j'ai récupéré 100 €, quoi. Donc merci ChatGPT, mais ça veut dire bien que nos relations... Et un jour, c'est un autre ChatGPT qui lira ta lettre et qui traitera la requête, peut-être. Alors, il y a du danger et il y a de la bonne nouvelle derrière. C'est qu'en fait, ces réseaux sociaux nous prennent tellement de temps qu'une partie de nos connexions, de nos interactions sociales qui passent par les réseaux sociaux et par les mails notamment, hein, qui nous prennent énormément de temps de cerveau et plus de 2 voire 3 heures par jour, eh bien, si on pouvait les réduire grâce à l'IA, quelque part avoir un assistant qui s'occupe de gérer cette partie de relations faibles que l'on peut avoir sur les IA pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on perd un peu le contrôle quand même sur l'information qu'on a. Pour l'instant, les IA donnent de l'info, répondent aux questions, comme le fait un moteur de recherche, mais de façon beaucoup plus facile, hein, beaucoup plus naturelle, sauf qu'elles ne sourcent pas leur information. Or, on ne sait pas comment vraiment ont été conçues ces IA sur les données sur lesquelles elles ont été entraînées, mais ensuite l'entraînement par des humains qui vient les enrober derrière. Et donc, toutes ces IA embarquent des idéologies occidentales notamment, blanches, donc ça pose quelques questions en Afrique, mais aussi également en Asie, où je suis. Donc on voit bien qu'on rentre dans un monde un peu moins transparent, en tout cas, où la question de la transparence va être vraiment posée. J'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Donc à la fois l'IA va nous faire gagner du temps, donc ça c'est une bonne nouvelle si tu te réfères à mon livre de cerveau, mais en même temps va peut-être nous faire perdre un peu le contrôle, mais quelque part un petit peu comme tu perds le contrôle de ta voiture. Parce que moi, mon grand-père, il me faisait toujours, il voulait absolument que je sache exactement ce qu'il y avait dans la voiture, dans le moteur, etc. Il faisait démonter ça à mon papa. Aujourd'hui, pour pouvoir la réparer, etc. Voilà, aujourd'hui, tu comprends plus ce qui se passe dans le moteur d'une voiture. Il y a trop d'électronique. Bien sûr. Donc, c'est un petit peu cette déconnexion du réel, je dirais quelque part, va s'accentuer avec ces intelligences artificielles qui vont venir s'infiltrer un petit peu partout dans nos interactions avec l'information. Merci beaucoup, Benoît Raphaël. Voilà, on a brossé pas mal de sujets, c'est toujours passionnant. Je rappelle ton livre, donc Information, l'indigestion aux éditions Erol. Merci Jérôme.